Bonjour et bienvenue. Je vous en prie, installez-vous, vous êtes ici chez vous. Bienvenue dans l'antre du Chevalier Noir. Howard Bloom est un auteur américain, né en 1943 à Buffalo, dans l'État de New York, aux États-Unis. Dès son plus jeune âge, il se passionne pour les sciences, pour tous les travaux du célèbre Albert Einstein, pour le mathématicien, géomètre, physicien et astronome italien du XVIIe siècle Galilée, pour Anthony van Leeuwenhoek, qui est l'un des précurseurs de la biologie cellulaire et de la microbiologie. Howard Bloom se passionne également pour le physicien russe Georges Gamow, qui fut l'un des fondateurs de la théorie du Big Bang, et également pour les travaux de bien d'autres scientifiques. Baignant dans le vaste univers des sciences, Howard Bloom finit par s'intéresser aux sciences comportementales. Il est d'ailleurs l'un des principaux fondateurs d'un nouveau champ d'exploration scientifique, le comportement de masse, également nommé le grégarisme, qui est la tendance des individus de nombreuses espèces à se regrouper en sociétés structurées à différents échelons. D'ailleurs, on distingue le grégarisme de la foule qui se limite à un rassemblement d'individus sans réelle cohésion. Par exemple, quand un zèbre, un lion et une gazelle vont se rendre autour du même lac pour boire de l'eau, ou quand vous faites vos courses au supermarché en même temps qu'un couple de retraités, qu'une vague de touristes ou qu'un groupe de lycéens. Dans son livre « Le principe de Lucifer », paru en 1995, Howard Bloom nous explique que la vie, à toutes ses échelles, est guidée par un principe fondamental, la survie, et précisément l'expansion pour cette survie. Tout au long du livre, Howard Bloom nous guide dans une série d'observations et de raisonnements démontrant ce besoin naturel d'expansion pour la survie. La survie sous toutes ses formes et à toutes ses échelles. L'auteur nous guide au sein de la science et de l'histoire. Il nous guide depuis l'activité microscopique aux grandes civilisations humaines de notre temps, aux côtés du comportement d'une simple cellule jusqu'au panel d'attitudes que peuvent incarner des organismes plus évolués tels que les animaux, les mammifères, les primates et ainsi jusqu'au genre Homo, c'est-à-dire nous-mêmes. Howard Bloom revient donc aux grands principes de la nature qui règlent et régulent la vie. À présent, nous allons ensemble nous pencher sur plusieurs concepts abordés dans ce livre, des concepts qui vous permettront de comprendre le dessous des dynamiques psychologiques, politiques et sociales qui organisent notre monde et de comprendre également certaines des situations que vous vivez au quotidien. Il se peut aussi, et je l'espère, qu'avant la fin de cette émission, vous ayez envie d'en apprendre davantage sur tous ces concepts et que vous souhaitiez vous procurer cet ouvrage. Commençons alors avec le premier principe. Ce premier principe que je souhaite aborder est le suivant. La nature, à tous ses niveaux, est faite de violence. Et non seulement la nature s'inscrit dans la violence, mais elle en a besoin pour s'adapter. Nous avons besoin de la violence pour évoluer, pour nous améliorer, pour perdurer dans le temps, pour nous maintenir en vie. On entend ici violence, l'exercice soutenu, défensif ou offensif, d'une force. La violence, c'est repousser une menace ou c'est l'agresser pour affaiblir cette menace, voire pour la détruire. La violence, c'est l'agression. La violence n'est d'ailleurs pas une construction sociale. Elle n'est pas le fruit des sociétés humaines, contrairement à ce qui a pu être dit par le passé. On sait désormais que l'individu connaît dans sa vie deux périodes où l'agressivité est élevée, voire omniprésente. Il y a évidemment la période entre 15 et 26 ans, qui suit la courbe de la testostérone, du début de la puberté au commencement de la vie de couple et de travail. Après 25 ans, l'individu assume davantage de responsabilités qu'à l'adolescence, et son activité sexuelle est aussi plus régulière. Ces deux conditions sont responsables de la baisse du niveau d'agressivité. Ce n'est pas sans raison que la période 15-26 ans est celle où les crimes et délits sont en moyenne les plus nombreux chez un individu. Il existe également une seconde période qui apparaît beaucoup plus tôt, pendant l'enfance, entre 2 et 4 ans. À cet âge, les enfants ressentent pour la première fois l'instinct territorial. Ils sont en mesure de se tenir debout, de se déplacer et d'utiliser toutes les fonctions motrices de leur corps. Il faut savoir qu'une interaction sociale sur 4, avec d'autres enfants ou des adultes, une interaction sociale sur 4 est une agression, chez les enfants de 2 à 4 ans.
Ici, l'agression peut être le fait de tirer les cheveux, d'arracher un jouet des mains d'un autre enfant, de mordre, de pousser et de crier sur quelqu'un. Puis, à 4 ans, l'enfant se socialise, les agressions physiques cèdent la place aux agressions indirectes qui prennent vie dans les dynamiques de groupe. Mais les agressions ne disparaissent en aucun cas. Donc la violence n'est pas du tout une construction de l'homme, elle est inscrite dans notre ADN, notre cerveau reptilien, notre premier cerveau le plus archaïque et le plus nécessaire de tous. Car si un enfant est violent avec un autre, c'est par peur, par insécurité, souvent affective. L'enfant exerce une violence pour se protéger et donc pour survivre. Encore une fois, la survie est omniprésente et la violence n'est pas mauvaise, elle est légitime ou elle ne l'est pas. Le deuxième concept sur lequel je souhaiterais m'arrêter est le superorganisme. Le superorganisme est un agrégat d'organismes. Ces organismes peuvent prendre la forme de cellules, des organismes unicellulaires ou multicellulaires qui formeront eux-mêmes un superorganisme, le corps humain par exemple. Des millions d'individus formeront un superorganisme, tel que la société, le pays ou la nation. Plusieurs pays formeront à leur tour un empire. C'est le cas de l'Empire romain qui regroupait de nombreuses nations autour de la mer Méditerranée. Rome, bien sûr, ainsi que les Gaules, la Dalmatie, la Macédoine, la Thrace, la Grèce, la Syrie, la Judée, l'Égypte, la Maurétanie, l'Hispanie et des dizaines d'autres. Et on peut raisonner ainsi de suite jusqu'aux frontières de l'infiniment grand, jusqu'à nos planètes et nos étoiles qui forment des galaxies, puis à leur tour des superamas de galaxies. Mais quel est l'intérêt de ce concept ? Eh bien, c'est de comprendre, surtout dans notre société qui tend à être de plus en plus individualiste et égocentrée, que nous faisons partie d'un tout, d'une entité qui s'organise au-delà de notre personne, que nous appartenons à un groupe fait de codes et d'identités, et que nos actions individuelles se voient vite éclipsées quand les mécaniques de masse entrent en jeu. Et que, par exemple, une guerre qui éclate entre plusieurs pays dépasse largement l'individu. L'individualisme est une nouvelle façon de percevoir la réalité, en fait. L'individualisme est aussi nécessaire pour remettre en question le monde dans lequel on vit. Mais le principe du superorganisme nous permet de revenir dans une pensée plus équilibrée, de prendre du recul sur les événements qui se passent dans le monde. Le principe de superorganisme nous aide à réfléchir en termes d'agrégats, de généralité, de tendance, de dominante, de majorité, et non en termes d'individualité, d'exception, de subjectivité et d'ego. Un principe essentiel pour comprendre les changements de nos sociétés, qu'ils soient politiques, économiques, sociaux et sociétaux. On ne peut pas comprendre un phénomène quel qu'il soit avec des exceptions. Et qu'on le veuille ou non, le monde tourne avec les généralités, les masses, et non avec les exceptions. Je conclurai ce concept avec les mots de Benjamin Constant, romancier, homme politique et intellectuel français. Tout est moral dans les individus, mais tout est physique dans les masses. Chacun est libre individuellement, parce qu'il n'a individuellement affaire qu'à lui-même ou à des forces égales aux siennes. Mais dès qu'il entre dans un ensemble, il cesse d'être libre. Le troisième concept sur lequel je souhaite m'arrêter est le suivant. Le Dieu des uns est le diable des autres. En lien avec le concept précédent, nous faisons tous partie d'une entité ou même de plusieurs entités supérieures en taille et en importance, telles que le pays, la société et la nation. Et puisque chaque individu s'inscrit dans un groupe humain, l'homme étant un animal social, chaque individu se trouve automatiquement dans un camp, qu'il le veuille ou non. Chaque entité, chaque camp, s'est construit depuis ses débuts par ses héros, ses récits mythiques, mystiques et historiques, ses gènes, ses langues, ses lois, ses cultes, ses bouleversements, ses drames et ses exploits. Et chaque camp se place sur l'échiquier mondial en fonction de ses alliances et de ses ennemis, comme on délimite un territoire sur une carte. De la même façon qu'identifier ses idéaux, ses valeurs, ses héros permet de se projeter vers un but, identifier ses adversaires, ses ennemis aide à affiner ce but, cette vision, à positionner le cap d'une certaine manière. Un pays se construira des repères géopolitiques en identifiant ses adversaires, en délimitant toute une série de frontières physiques, socioculturelles et idéologiques entre le monde connu, le monde hospitalier, le monde étranger et enfin le monde hostile. Il y a ainsi 4 niveaux. Par exemple, les frontières nationales de la France d'aujourd'hui sont l'héritage d'une entité plus grande qu'est l'Europe occidentale, qui elle-même hérite d'une entité plus vaste et plus ancienne qu'est le continent européen, et sa civilisation millénaire.
faisant partie à leur tour de l'héritage romain dont l'épicentre fut le bassin méditerranéen. Qui dit entité dit camp, dit allié et adversaire. La géopolitique au niveau du monde est exactement identique à la géopolitique de la salle de classe. Au fil de l'année scolaire, un élève se satisfait de rester à la même place qui lui est attribuée depuis le début de l'année, puisqu'il y a fondé sa zone connue, sa zone de confort. Il a ses habitudes, il connaît ses voisins, il sait qui sont ses camarades de classe, qui sont ses alliés. Il sait sur qui il peut compter, et il sait aussi quelles zones de la classe il doit éviter. Elles peuvent être des zones bruyantes ou à l'inverse des zones studieuses pour les élèves fauteurs de troubles. Le professeur, quant à lui, représente l'autorité internationale, parfois alliée, parfois ennemie de la cause de l'élève. Tous les individus, tous les groupes sociaux ont besoin d'ennemis pour se repérer, pour s'équilibrer. Les ennemis représentent le côté face d'une pièce, le côté pile représentant ses alliés. Les Grecs et les Romains appelaient leurs ennemis barbares. Les chrétiens les appelaient païens ou les appellent encore satanistes. Les musulmans les appellent infidèles. Les juifs les appellent goy. Les occidentaux d'aujourd'hui les appellent terroristes et ainsi de suite. De plus, désigner un ennemi permet de fédérer plusieurs groupes, plusieurs entités, plusieurs identités pendant une période donnée. En revanche, dès que l'ennemi est vaincu, les entités se redivisent et s'entretuent à nouveau dans un cycle sans fin de rapports de force. On appelle ce rapport adversaire-partenaire. Et si ces entités ne s'entretuent pas, c'est qu'elles ont chacune accepté leur position dans la hiérarchie de la scène géopolitique. L'histoire regorge d'exemples de ligues, d'alliances, de confédérations, de coalitions, de traités, de pactes. En voici quelques exemples avec la Ligue de Corinthe face à l'Empire perse dans la Grèce antique, les alliances entre groupes de gladiateurs et d'esclaves pendant les guerres serviles que connut la République romaine, l'Old Alliance qui rallia le royaume de France et le royaume d'Écosse contre le royaume d'Angleterre à partir du XIIe siècle, la Sainte Alliance de 1815 qui rassembla les 3 monarchies européennes victorieuses de l'Empire napoléonien et qui compte l'Empire russe, l'Empire d'Autriche et le royaume de Prusse, ou encore les Alliés face au bloc des empires centraux lors de la Première Guerre mondiale ou contre les forces de l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale. Toutes ces entités que je viens de citer se constituent de ce que l'on pourrait appeler un noyau solide, que j'ai détaillé précédemment, lui-même entouré de plusieurs couches d'identités qui peuvent s'entremêler par moments avec celles d'entités voisines dans le but de repousser un corps étranger, un ennemi étranger. Toutefois, il est vrai que certaines de ces entités, de ces super-organismes, ont également fait appel au service d'un allié étranger de façon temporaire pour orchestrer l'assassinat de leur entité voisine et rivale, et seulement si cet acteur étranger n'était point en mesure de devenir une menace imminente pour elle-même. Gardons en tête que, dans le cas d'une confrontation, l'entité, l'organisme, le pays ou même l'individu cherchera, pour se défendre et pour survivre, ceux qui lui ressembleront le plus. Car les différences provoquent des divergences d'intérêts et d'opinions, qu'on le veuille ou non. Donc de la perte de temps, d'énergie, de la perte d'efficacité dans l'action et dans la stratégie, et du gaspillage de ressources, que des biens précieux en temps de confrontation. Ainsi, il existe en nous une hiérarchie des différences, comme il existe une hiérarchie des priorités dans votre vie. Le 4e concept sur lequel je souhaiterais m'arrêter est l'ordre de préséance. La République française veut nous faire croire depuis ses idéaux révolutionnaires qu'elle s'applique au principe d'égalité. Mais de quelle égalité parle-t-on vraiment ? Eh bien, puisqu'elle se veut république, sans doute l'égalité entre ses citoyens, l'égalité devant la loi, l'égalité en droit. En réalité, l'égalité ne demeure qu'un idéal et en aucun cas une réalité, même partielle. Quelques exemples, bien que je préparerai de futures émissions à ce sujet. Les études officielles montrent qu'à crime égal, les femmes sont en moyenne moins lourdement sanctionnées par la justice que les hommes. Il y a inégalité entre hommes et femmes. De plus, devant les standards de la beauté et de l'esthétisme s'efface l'égalité et prennent place les exigences physiques ou les discriminations, appelez ça comme vous souhaitez, comme les différences de poids et de taille, la symétrie du visage, le port de lunettes, le strabisme et bien d'autres critères de sélection. Il y a inégalité entre individus beaux et moins beaux. Mais l'égalité n'a pas pour autant trouvé refuge dans le monde du travail et de la compétence. Un individu qui n'est pas en mesure d'obtenir 10 dixièmes d'acuité visuelle ne pourra jamais être pilote de chasse.
Tous les concours d'entrée en école privée ou pour les institutions publiques, quelles qu'elles soient, sont par nature inégalitaires puisqu'elles réclament des ressources intellectuelles et financières inégalement réparties entre les participants. Il y a donc bien inégalité entre les physiques comme entre les intelligences. Et c'est peut-être une bonne chose. Personnellement, je crois davantage dans la compétence et dans le mérite que dans l'égalité de tout pour tous, bien qu'il faille gommer certaines injustices et certaines discriminations, notamment celles dites positives. Pour en revenir au principe de préséance et à l'exemple du président de la République, celui-ci atteint le sommet de la hiérarchie du super-organisme en ayant été élu grâce à sa vision, à son charisme, à ses compétences et à ses talents, parfois seulement supposés. Le président de la République obtient donc le droit à la préséance et à certains privilèges du fait de son statut. Il n'est pas sujet à l'égalité. Une armée de petites gens vêtus de leur habit de fonction servira le président de la République le temps de son commandement. De même, le chef cuisinier du président n'est pas l'égal de celui-ci, comme il n'est pas l'égal du chef cuisinier d'un petit restaurant de campagne. La préséance est, disons, la récompense que l'État donne à ceux qui portent les responsabilités du pays, et d'ailleurs que l'individu les porte bien ou les porte mal. Mais cette dernière problématique, que l'on peut appeler élection-sanction, se rapporte davantage au principe démocratique, ce qui est un autre sujet. Enfin, un cinquième et dernier concept, la nature et donc la vie, sous toutes ses formes, est d'une violence tragique pour tous, autant pour les femmes que pour les hommes, autant pour les mâles que pour les femelles. La nature ne favorise pas le patriarcat. Elle ne conspire pas avec les hommes ou les mâles de l'ordre animal contre les femelles ou les femmes. Pour s'en assurer, Howard Bloom a rassemblé bien des expérimentations faites, qui plus est, sur de nombreuses espèces. Une façon de savoir qui paie le plus entre l'homme et la femme, entre l'animal mâle et l'animal femelle, c'est de savoir qui porte le plus lourd sacrifice tout au long de sa vie. Pour information, je n'aime pas comparer ce genre de données car cette méthode vise à créer une compétition entre hommes et femmes. Je ne pense pas que ce soit une solution pour la paix sociale. Mais tout de même, je vais simplement énumérer quelques exemples simples et parlants. Ne vous attendez pas à ce que je couvre en détail ce sujet dans cette émission, sujet qu'est l'égalité des hommes et des femmes, mais si vous le souhaitez, je pourrais y consacrer une émission toute spéciale. Faites-le moi donc savoir. Ainsi, depuis la nuit des temps, la guerre, qui n'est que la représentation de la lutte pour la survie, sacrifie l'homme pour protéger le foyer incarné par la femme et l'enfant. Mis à part quelques exemples de tribus nomades amazones, c'est l'homme qui sacrifie sa vie. Et il est faux, voire insultant de dire qu'il la sacrifie pour rien. Quoi qu'il en soit, si vous souhaitez en apprendre davantage sur les faits historiques, les légendes et les recherches archéologiques qui concernent les Amazones, leur mode de vie, leurs coutumes, leur vision de la réalité, la façon dont les peuples voisins les percevaient, comme notamment les Grecs, je vous invite à lire Les Amazones, écrit par l'historienne américaine et chercheuse à l'université de Stanford, Adrienne Mayor. C'est un ouvrage très précis et très complet. Vous trouverez donc son lien dans la description. Mais pour en revenir à l'idée de sacrifice, il est connu que nombre de femelles insectes utilisent le mâle pour la reproduction et le sacrifient pour se nourrir, et ainsi une nouvelle fois perpétuer l'espèce. C'est le cas notamment des araignées, des menthes religieuses, des faux-bourdons chez les abeilles, des fourmis, etc., etc. Bref, l'univers des civilisations d'insectes est ancien, passionnant et aussi sans pitié. Car n'oubliez pas, les insectes font partie des espèces envahissantes les plus agressives qui puissent exister, puisqu'ils luttent pour la survie et pour l'expansion. Ils luttent pour la survie et pour l'expansion, tout comme nous. Cette émission touche à sa fin, j'espère que vous l'aurez appréciée. N'hésitez pas à supporter mon travail, à aimer cette vidéo, à la partager, à commenter dans la section prévue à cet effet, c'est important, vraiment. Merci pour votre loyauté, merci pour votre engagement et à très bientôt. C'était pour vous servir, le Chevalier Noir.